jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Ralentissement de la croissance, poursuite de l'inflation, durcissement de l'accès au financement. On va parler des perspectives 2023 avec Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. La Banque Centrale Européenne l'a confirmé il y a quelques jours, la zone euro va en principe entrer en récession. En revanche, la récession devrait être limitée, nous dit la BCE, à la fois dans son ampleur et dans sa durée. Qu'est-ce qui permet, à votre avis, à la Banque Centrale d'être relativement optimiste ? Alors déjà, on n'est pas du tout dans le même cadre que les récessions précédentes, puisque vous le rappelez, hein, les récessions précédentes étaient dues surtout à des aspects financiers, dette grecque notamment, crise de la dette, et là on a finalement une structure, un endettement certes qui est beaucoup plus important, mais qui est porté par les États. Les entreprises sont relativement saines. Il y a un facteur X hein, quand même dans cette prévision, c'est donc ça vous a pas échappé. Encore ce week-end, la Chine est en train de, quelque part, sortir du zéro Covid. On le sait, c'est un contributeur important, plus du tiers de la croissance mondiale. Et avec la reprise et l'ouverture de la Chine, on devrait quand même avoir effectivement une récession qui devrait se limiter dans le temps. Ça devrait être bien sûr, évidemment, le cas aux États-Unis si toutefois ils rentrent en récession. On parle de la situation sanitaire de la Chine, ce que ça va donner sur cette situation générale. Il y a aussi la poursuite ou non du conflit. Difficile d'envisager la suite sans savoir ce qui va se passer. Oui, d'ailleurs, les prévisions de croissance de la Banque de France sont quand même assez larges. Hein. On passe de petite récession à une croissance certes faiblarde, hein, mais croissance tout de même. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Vous l'avez signalé l'année prochaine. Le facteur X, donc la Chine, a bien sûr un avantage de tenir la croissance, mais aussi un désavantage relativement important, c'est son impact sur l'inflation. Donc, vous savez que la trajectoire aujourd'hui est un pic d'inflation qui serait derrière nous aux États-Unis. Pas encore le cas en Europe, mais il est clair qu'avec l'ouverture de la Chine, les tensions qu'on pourrait avoir, notamment sur les prix des énergies fossiles, je pense notamment au pétrole. Faut le savoir, la croissance chinoise, la reprise et l'ouverture de l'économie chinoise, c'est plus de 3 millions, on estime à plus de 3 millions de barils en demande supplémentaire, et ça aura inévitablement une conséquence sur le prix du baril et une reprise de l'inflation. Donc, il y a des avantages, c'est clair. Il y a des inconvénients, on l'a vu sur l'inflation. L'avantage, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui pourrait effectivement être moins sous tension, car c'est toujours le cas, même si on en parle moins. Il y a toujours effectivement des problèmes aujourd'hui pour pas mal d'industries, je pense notamment aux semi-conducteurs, de s'approvisionner, je veux dire, à flux constant. Où est-ce qu'on en est, Frédéric, sur le front de l'inflation ? Aux États-Unis, a priori, le pic a été dépassé. En Europe, c'est pas encore le cas. Hein. Non, alors la structure d'inflation est différente. Alors, ce qui est très intéressant aux États-Unis, donc on a effectivement le sentiment qu'on a le pic d'inflation, et je dirais depuis cet été derrière nous, avec une inflation qui s'est établie en plusieurs étapes. Donc, on a eu la hausse des matières premières, avec la hausse notamment de la partie manufacturière, entraînant la hausse des salaires, et mécaniquement, il faudra faire quand même attention à cette variable, c'est les prix sur les services. Donc quand on a une hausse d'inflation salariale, on parle d'accords de branche aux alentours de 5% quand même, globalement aux États-Unis, ça va avoir une conséquence sur les prix de différents services. Donc on va risquer effectivement d'avoir une décroissance d'inflation beaucoup plus lente qu'on pouvait l'imaginer. C'est un risque. Je crois modérément à ce risque, mais c'est un risque. En Europe, on sait, l'inflation est due essentiellement au prix de l'énergie, donc beaucoup plus dépendant de ce facteur-là. Alors, conséquence, bien sûr, c'est surtout sur des pays extrêmement industriels, je pense notamment à l'Allemagne. En France, on est quand même globalement mieux protégé par la structure de l'économie, une économie moins industrielle, services bien sûr, énergie nucléaire qui nous limite un petit peu ce risque-là, mais il est clair qu'en Europe, on va avoir une inflation qui risque d'être effectivement haute, plus longtemps, même si effectivement on va toucher, à mon avis, ce pic d'inflation dans les semaines et les mois qui viennent. Un dernier mot concernant les banques centrales, elles devraient continuer de relever leurs taux début 2023. Quel est votre scénario pour la BCE ? Lors de sa dernière réunion, elle a un petit peu ralenti le rythme, la hausse était de 50 points de base, mais on sait aussi que les faucons de la BCE appellent à une hausse des taux
jusque l'été prochain. Oui, c'est dur d'imaginer effectivement le sens contraire, puisque on le voit bien avec ce message plus ou moins réconfortant sur la croissance. Christine Lagarde nous prépare quand même à continuer cette politique de resserrement monétaire et donc de hausse de taux, voulue notamment par les pays d'Europe du Nord. Attention tout de même, vous avez vu que lors de cette dernière réunion de la BCE, les taux souverains ont eu tendance à remonter, les taux français, le taux italien qu'on surveillera de près, ça sera vraiment peut-être l'inquiétude de cette année, avec des plans anti-fragmentation voulus par la BCE pour éviter effectivement une contagion. Mais on est vraiment aujourd'hui prisonnier. Hein. On a une inflation, une hausse de taux qui n'a aucune conséquence, puisque l'inflation venant de l'énergie, c'est pas en bougeant les taux d'intérêt qu'on va modifier cette offre et de demande, surtout avec la Chine qui repart, et donc une conséquence sur l'inflation. Par contre, effectivement, le risque majeur, c'est, on l'a vu ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques mois, c'est une hausse trop importante pourrait provoquer notamment une tension sur les marges des entreprises, une tension sur l'immobilier européen et une tension sur la dette périphérique notamment, avec des taux d'endettement supérieurs à 100%. La dette, je rappelle, la dette française, c'est 3 000 milliards. Si vous rajoutez 1%, vous faites le calcul. Alors, bien sûr, ça se calcule pas tout à fait comme ça, mais on est quasiment à 30 milliards supplémentaires de charges de la dette. Donc, ça a des conséquences sur les finances publiques si effectivement le resserrement était trop violent.